Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité dans les pays développés. Elles représentent en France un tiers du total des décès. Il s'agit, comme vous le savez, de maladies multifactorielles pour lesquelles l'environnement a un rôle très important, ainsi que les habitudes alimentaires et l'hygiène de vie en tant que facteurs de risque globaux. Donc la première question que je vous pose, qui est extrêmement classique et extrêmement transversale, c'est quels sont les facteurs de risque cardiovasculaires connus à ce jour. Donc question extrêmement bateau, extrêmement transversale, mais à savoir aussi absolument. Donc ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables et des facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables. Donc parmi les facteurs de risque non modifiables, il y a tout ce qui va concerner par exemple le sexe de la personne, le sexe masculin. On sait aujourd'hui que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Même si après un certain âge, les femmes rattrapent les hommes sur les courbes de mortalité cardiovasculaire, ça reste, pour la plupart des âges de la vie, un facteur de risque. L'âge, ensuite, les hommes de plus de 50 ans et les femmes de plus de 60 ans, ça, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Troisième facteur de risque sur lequel on ne peut pas grand-chose, c'est tout ce qui va concerner l'hérédité. Et là, les critères d'hérédité sont stricts, c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'hérédité au 3e degré. C'est antécédent d'infarctus ou de mort subite chez la mère ou chez la sœur avant 65 ans, ou infarctus du myocarde ou mort subite chez le père ou le frère avant 55 ans. D'accord ? Donc en pratique, si votre tante a fait un infarctus du myocarde à 50 ans, stricto sensu, ça ne compte pas dans les facteurs de risque donnés ici. D'accord ? Même si, je suis d'accord avec vous, ça peut donner un terrain favorisant, ce n'est pas un facteur de risque stricto sensu. Donc voilà pour les facteurs de risque non modifiables, donc l'âge, le sexe et puis tout ce qui va toucher à l'hérédité, à toute la génétique. On a aussi, heureusement, un certain nombre de facteurs modifiables, parmi lesquels, ça vous les connaissez bien normalement, l'hypercholestérolémie, avec le LDL, donc le mauvais cholestérol qui va être élevé, et le HDL, donc le bon cholestérol, qui va être bas. D'accord ? On sait aujourd'hui qu'un HDL, donc un bon cholestérol élevé, c'est un facteur de protection. Ça, comment est-ce qu'on l'a su ? En fait, parce qu'on a remarqué que, autrefois, en fait, on parlait seulement de l'hypercholestérolémie totale comme facteur de risque, avec du coup le dosage de cholestérol total. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des centenaires japonais qui avaient plus de 2 grammes ou 3 grammes de cholestérol, c'est quand même beaucoup, et qui vivaient du coup très longtemps, en bonne santé. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à essayer de différencier HDL et puis LDL, et ce qu'on a constaté, c'est qu'ils avaient un LDL, donc un mauvais cholestérol très bas, alors que leur HDL, leur bon cholestérol, était extrêmement élevé. D'accord ? Donc, bon cholestérol, mauvais cholestérol. L'hypertension artérielle, plus de 140-90 mm de mercure, l'un ou l'autre, vous savez, c'est où. Le tabac, à absolument retenir, ça vaut 0 si vous l'oubliez. Le diabète, aussi, c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire. Autre facteur de risque à ne pas oublier, c'est tout ce qui va concerner le poids et l'obésité. Donc l'obésité, on différencie l'obésité gynoïde qui va se porter sur les hanches, les fesses, donc plutôt chez les femmes, et l'obésité plutôt androïde qui va se porter au niveau de l'abdomen chez les hommes. Le type d'obésité qui est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est l'obésité au niveau de l'abdomen. D'accord ? C'est vraiment celle-là parce que les organes internes vont être pris en fait dans le tissu graisseux. Et donc, les seuils en fait de tour de taille qui ont été établis au-delà desquels on a un facteur de risque cardiovasculaire, un risque au moins cardiovasculaire augmenté, c'est plus de 80 cm chez les femmes et plus de 94 cm chez les hommes. Alors, on me demande pourquoi est-ce que je donne ces chiffres-là alors qu'on trouve parfois aussi 94 cm chez les femmes et 102 cm chez les hommes. Donc, c'est une bonne question. On trouve encore effectivement les deux valeurs. En pratique, l'OMS a réévalué là, récemment ces chiffres et a montré qu'il valait mieux tenir compte des chiffres les plus sévères, 80 et 92, parce que dès qu'on dépassait ces chiffres-là, on avait un risque cardiovasculaire qui était augmenté, d'accord ? Même si on n'atteignait pas les 102, d'accord, pour les hommes. Donc l'obésité et du coup,
Le corollaire, enfin quelque chose d'assez lié à tout ce qui va être obésité, surpoids, etc., ça va être tout ce qui va toucher à la sédentarité. Les personnes qui vont faire peu d'activité physique, ça va être un facteur de risque cardiovasculaire. Donc ça, c'était les facteurs de risque modifiables, les facteurs de risque non modifiables. Il faut aussi savoir qu'un certain nombre de causes sous-jacentes qui ne sont pas des facteurs de risque en tant que tels, mais qui peuvent être en quelque sorte des causes. Donc par là, j'entends par exemple le stress et la pauvreté. On sait que les personnes pauvres ont globalement plus de problèmes cardiovasculaires que les autres, ainsi que les personnes stressées par leur travail ou leur famille, vont également avoir un terrain prédisposé aux pathologies cardiovasculaires. Question 2. Quels sont les 3 types de prévention? Donnez un exemple dans le champ des maladies cardiovasculaires pour chacune d'entre elles. Donc là, ce n'est pas très compliqué, ça va être prévention primaire, secondaire, tertiaire. La prévention primaire, elle va agir en fait en amont de la maladie, chez des personnes non malades, mais qui présentent des facteurs de risque. L'idée, ça va être d'agir sur ces facteurs de risque, afin d'éviter l'apparition de la maladie. On va donc jouer là sur l'incidence de la maladie, essayer de réduire le nombre de nouveaux cas de cette maladie dans la population. Par exemple, on va prévenir l'apparition d'un diabète de type 2 en améliorant son activité physique, en faisant plus de sport, en mangeant moins de sucre et moins de graisse, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas diabétique, mais qui faisait peu de sport, qui ne mangeait pas très bien. On va essayer d'améliorer l'hygiène de vie globale afin d'éviter l'apparition du diabète de type 2. La prévention secondaire, par contre, elle agit là au niveau de la maladie, donc la personne est déjà malade, et l'idée, ça va être de limiter les effets de la maladie ou d'en réduire la durée. Donc là, on va jouer en fait sur la prévalence de la maladie. Donc par exemple, en cas de douleur, en cas d'angor d'effort, par exemple, suite à un effort, une douleur d'angor, on va par exemple prendre du Natisprey. Ça va limiter, ça va réduire la durée de ce symptôme. Ça, c'est vraiment de la prévention secondaire. La prévention tertiaire, enfin, l'idée, là, ça va être d'agir en aval de la maladie. Donc la personne aussi est malade et on va essayer de limiter au mieux, au maximum, les conséquences de la maladie et de limiter également les rechutes. Donc là, typiquement, ça va être après avoir fait un infarctus du myocarde ou quelque chose comme ça, une pathologie cardiovasculaire aiguë, d'améliorer son hygiène de vie afin d'éviter de faire un deuxième épisode du même type. D'accord? Donc prévention, 3 types, primaire, secondaire, tertiaire. Ça à vraiment bien retenir. Hein. Donc question 3. Le département maladie chronique et promotion de la santé de l'OMS a défini plusieurs objectifs stratégiques concernant la lutte contre les maladies chroniques. Quels sont-ils? Donc vous savez qu'à l'OMS, il y a plusieurs départements différents. Des départements plus sur les maladies infectieuses, tropicales, et notamment un département qui s'occupe des maladies chroniques. Département qui s'occupe tout particulièrement des maladies cardiovasculaires parce que c'est la maladie chronique par excellence actuellement dans les pays développés et qui arrive dans les pays en voie de développement également, de manière assez catastrophique d'ailleurs. Donc l'OMS a établi un certain nombre de recommandations dans l'objectif de lutter contre ces maladies chroniques. Ces recommandations, je pense qu'il faut que vous en connaissiez un petit peu la teneur parce qu'elles sont applicables à toutes les maladies chroniques, pas seulement les maladies cardiovasculaires. Le premier objectif de l'OMS, c'est de sensibiliser davantage la population aux maladies chroniques qui existent, de faire prendre conscience aux personnes de la gravité de ces maladies et donc de l'importance de les prévenir correctement. Le deuxième objectif, là, qui est aussi très actuel, ça va être d'essayer de créer des environnements sains, des environnements dans lesquels les populations, notamment pauvres et favorisées, puissent vivre sans conséquences graves, sans conséquences défavorables pour leur santé. Troisième objectif, ralentir et si possible inverser les tendances actuellement qu'on a concernant les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on voit une augmentation massive des facteurs de risque cardiovasculaires. Là, ce que l'OMS préconise, c'est d'essayer de réduire en fait cet impact des facteurs de risque. Elle parle notamment de 2 gros facteurs de risque, l'alimentation, une mauvaise alimentation,
déséquilibrée et une absence d'activité physique. Quatrième point, prévenir les décès prématurés. Donc décès prématurés, ça il faut le savoir, hein, c'est les décès survenant avant l'âge de 65 ans. C'est un seuil arbitraire fixé par l'OMS. Donc mortalité prématurée, décès prématuré, moins de 65 ans. Et donc dernier point, l'idée c'est d'éviter en fait les incapacités liées aux grandes maladies chroniques. Éviter les personnes qui ont fait un AVC par exemple et qui après vont être complètement gravataires ou hémiplégiques, d'accord ? C'est vraiment l'idée de qualité de vie derrière tout ça aussi qui est de plus en plus présente aujourd'hui. Donc là, vous avez eu un dossier axé santé publique sur les facteurs de risque, la prévention, les politiques de santé publique de l'OMS. Les facteurs de risque cardiovasculaires, ils sont bien entendu à connaître. Hein. Je ne suis pas la seule à vous en parler. Je pense qu'en cardio, on vous les a aussi rabâchés plusieurs fois. Mais là, par contre, ce que j'ai rajouté, c'est aussi tout ce qui est prévention primaire, secondaire, tertiaire, qu'il est indispensable de savoir. Hein. Prévention primaire, en amont de la maladie, action sur les facteurs de risque. L'objectif, c'est de diminuer l'incidence des maladies. Prévention secondaire, on agit au niveau de la maladie. On veut éviter une maladie trop longue ou trop grave. Donc là, on va jouer sur la prévalence. Et la prévention tertiaire, une fois que la maladie est là, limiter la perte en fait, de qualité de vie, limiter les incapacités, limiter les conséquences en fait, de cette maladie chronique. D'accord ? Et donc retenez quand même qu'à l'OMS, il y a un département qui s'occupe spécifiquement des maladies chroniques.